Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Ça commence toujours comme ça. Pas par un hurlement dans la nuit, ni par une scène de panique. Ça commence doucement, comme un souffle. Une voix plus basse que les autres, dans une cuisine, un champ ou une grange bien planquée. Quelqu'un dit qu'il a vu quelque chose. Quelqu'un d'autre ajoute qu'il a entendu dire. Et très vite, ce qui n'était qu'un doute devient une parole partagée. Pas encore une vérité, certes, pas encore tout à fait une peur, mais une histoire qui circule. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui la naissance d'un mythe. Les rumeurs n'apparaissent jamais au hasard. Et elles ne naissent pas dans la bouche des fous ou des affabulateurs, contrairement à ce qu'on aime bien penser. Elles naissent là où le sol tremble, là où le réel vacille, et là où les faits ne suffisent plus à rassurer. Dans les années 40, deux psychologues américains, Gordon Allport et Leo Postman, ont mené des recherches pionnières sur la circulation des rumeurs. Je ne sais pas si vous connaissez leurs travaux, mais c'est passionnant. Ils ont montré que 3 conditions étaient nécessaires pour qu'une rumeur se propage. L'importance du sujet, l'ambiguïté des faits et le besoin humain de combler cette incertitude. Plus un événement est émotionnellement chargé, plus les faits sont flous ou incomplets, plus l'envie de raconter, de répéter, de reformuler se fait pressante. En gros, on comble les vides avec des récits. On apaise l'anxiété en nommant ce qu'on ne comprend pas. Mais leur rapport ne s'arrête pas là. Allport et Postman ont également identifié 3 processus psychologiques qui modèlent une rumeur au fur et à mesure de sa transmission. D'abord, la simplification, parce que la mémoire humaine trie, raccourcit, élimine les détails perçus comme secondaires. Ensuite, l'accentuation, car certains éléments forts en émotion prennent de l'ampleur à chaque répétition. Un cri, une morsure, une couleur de pelage, un regard inquiétant, etc. Et enfin, l'assimilation, où l'on ajuste l'histoire pour qu'elle s'insère au mieux dans les croyances, les valeurs ou les peurs du groupe social qui la relaie. Ce modèle est aujourd'hui encore enseigné dans les universités, mais il a été complété plus tard par des chercheurs comme Elisabeth Loftus, qui a travaillé sur la malléabilité de la mémoire et sur la manière dont un récit, entendu plusieurs fois, peut finir par s'imposer comme un véritable souvenir personnel. Un peu comme quand votre père vous raconte une histoire 500 fois et qu'à la fin vous avez l'impression de l'avoir vécue. Je peux citer aussi Serge Moscovici qui a insisté sur la manière dont certaines rumeurs se cristallisent dans ce que lui appelle des représentations sociales durables, influençant notre vision du monde bien au-delà de leur véracité initiale. Pour résumer, une rumeur n'est pas simplement une fausse information qui se promène, c'est un processus actif de construction collective de sens qui s'appuie autant sur nos émotions que sur notre besoin de cohérence. Et dans les campagnes du Gévaudan, en 1764, ce processus trouve un terrain idéal pour se déployer. La mort brutale de la première victime, une jeune fille, un corps mutilé et pas de témoin fiable. Mais une angoisse collective déjà là, prête à accueillir à peu près n'importe quelle explication. Une région marquée par les famines, la guerre, les loups, la peur du diable, la damnation, etc. et les récits de sorcellerie en tout genre. Bref, un terreau fertile, on a dit. Et face à tout ça, le récit se fabrique. Pas dans un bureau, pas dans les journaux non plus, mais dans les bouches, les gestes, les regards, et dans les silences aussi, qui parfois en disent long. Chaque fois qu'il est répété, ce récit se transforme un peu. Il devient plus clair, plus effrayant, plus vrai quelque part. Le sociologue Jean-Noël Capferrer, dans son ouvrage « Rumeur, le plus vieux média du monde », insiste sur une distinction essentielle. La rumeur ne cherche pas à vous convaincre, elle cherche à vous faire croire. Ce qu'il met en lumière, c'est que la rumeur n'est pas seulement une faille dans le circuit de l'information, même si elle pourrait être vue comme ça, c'est un mécanisme puissant de cohésion sociale. Elle joue en fait un rôle central dans la construction d'un savoir collectif,
même s'il est incertain, partiel, voire carrément erroné. Cap Ferrer montre comment la rumeur repose sur l'adhésion émotionnelle des gens. On y croit parce qu'elle nous relie, parce qu'elle s'inscrit dans ce que l'on ressent. Plus qu'un bruit, la rumeur devient un ciment symbolique. Elle produit du collectif autour de l'incertain. La rumeur ne se transmet pas pour être vérifiée, mais pour être partagée. Et c'est ce partage-là, ce mouvement un peu horizontal, qui lui donne son autorité. Ce n'est pas qui l'a dit qui compte, c'est combien de fois on l'a entendu. Et dans le Gévaudan, très vite, tout le monde a entendu quelque chose. Quelqu'un a vu une bête noire, un autre dit qu'elle se dresse sur ses deux pattes, une femme jure que l'animal a regardé son mari dans les yeux avant de s'enfuir, et tout ça, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des variations, des couches si vous préférez. La bête prend forme par accumulation, elle devient crédible parce qu'elle est racontée encore et encore dans des versions différentes mais compatibles. Et c'est là qu'intervient ce que les chercheurs appellent l'effet de plausibilité sociale. Plus une information est évoquée dans un cercle, même sans preuve, plus elle apparaît probable. Pas parce qu'elle est démontrée, mais parce qu'elle colle bien, entre guillemets. Et dans cette France rurale du XVIIIe siècle, ce qui colle bien, c'est le récit d'un monstre. Pas juste un loup, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui résonne avec ce qu'on craint déjà, à savoir le retour du chaos, la colère divine et le manque de repères. C'est pour ça que la rumeur fonctionne, parce qu'elle ne se contente pas d'expliquer. Elle donne du sens à l'insensé. Et surtout, elle unit les gens dans une forme de lecture commune du monde, même si cette lecture est fausse. Et puis un jour, le 8 août 1764, ce récit-là quitte les bouches et se pose sur le papier. La Gazette de France publie quelques lignes. Une bête féroce, d'une espèce inconnue, a dévoré plusieurs personnes dans le Gévaudan. À ce moment-là, ça y est, ce n'est plus une rumeur. C'est une information, imprimée, officielle et reconnue. Et tout change, parce que le pouvoir l'a entendu et parce que maintenant ce n'est plus une peur paysanne, c'est le problème de tout un pays et une affaire d'État. L'apparition dans la presse, puis le relais de toutes ces infos que j'ai pu vous transmettre au fil des différents épisodes, c'est aussi le début d'autre chose. Car une fois qu'une rumeur a été relayée, crue, répétée et surtout écrite, elle commence à s'ancrer dans le temps long. Elle cesse d'être une réaction à chaud pour devenir une forme de récit qu'on intègre à l'histoire locale, puis nationale, parfois jusqu'au mythe, mais ça je vais y venir. C'est ce qui se produit avec la bête du Gévaudan, ce qui, au départ, relevait de faits divers mal expliqués et isolés dans des patelins perdus, s'impose progressivement comme une affaire emblématique. Et cette transformation se joue dès les années qui suivent les faits. Dès la fin du XVIIIe siècle, on voit apparaître des textes, des récits de battues, des témoignages, des chansons populaires même. On chante la bête dans les foires, on la caricature, on l'exorcise un peu en quelque sorte. Puis au XIXe siècle, l'imprimé prend le relais de l'oralité. Les gazettes locales, les publications naturalistes, les livres de colportage multiplient les versions. L'un des premiers romans inspirés de la bête paraît en 1858 sous la plume d'Élie Berthet. Intitulé tout simplement La bête du Gévaudan, ce roman populaire publié dans la collection de la Bibliothèque des chemins de fer à l'époque chez Hachette transforme l'affaire en une véritable fiction romanesque. Berthet est connu pour ses récits historiques à succès, mais adopte ici un angle dramatique et mystérieux. Il fait de la bête un personnage à part entière, à mi-chemin entre le loup féroce et la créature surnaturelle menaçant l'ordre social et moral des campagnes. Le roman s'inscrit dans la veine des feuilletons à suspense du XIXe siècle avec des retournements, des descriptions saisissantes et une atmosphère de peur qui se diffuse au fil des épisodes. Il connaît un certain succès à sa sortie, notamment auprès du lectorat bourgeois qui, vous le savez, est amateur de sensations fortes. Il ne s'agit pas du tout d'un ouvrage scientifique, mais il participe activement à ancrer la bête dans l'imaginaire collectif en fixant des éléments narratifs qui seront repris ensuite pendant des décennies. Et cette bête, on la met aussi en scène au théâtre, notamment avec un mélodrame de Morin de Pompigny en 1809. Ce spectacle, intitulé simplement La bête du Gévaudan, est présenté à Paris alors qu'il y a un vrai regain d'intérêt à l'époque pour les histoires rurales effrayantes. Cette pièce adopte un ton résolument dramatique, jouant sur les effets de peur, les révélations à grand renfort de décors inquiétants, et l'angle est clair.
faire de la bête un monstre de théâtre à mi-chemin entre l'animal et la créature maléfique. L'œuvre se veut accessible, divertissante et largement fantasmée. Je vais vous le dire, cette pièce n'a pas non plus laissé une trace hyper profonde dans l'histoire littéraire, mais elle a rencontré un certain écho auprès du public de l'époque, encore une fois très friand de récits sensationnels. À chaque nouvelle adaptation, le récit de la bête s'étoffe, change de décor, de temporalité, mais garde la même trame. Une terre reculée, des paysans terrorisés et une menace animale ou surnaturelle. On retrouve aussi la bête dans des ouvrages plus sérieux, disons, parfois sous forme d'enquête ou de reconstitution. Certains auteurs du XIXe siècle compilent les témoignages d'époque, comparant les versions, tentant de trancher un petit peu la question. Mais même dans ces textes documentés, la figure de la bête dépasse le simple fait divers. Elle devient rapidement un révélateur, on la regarde comme un symptôme de son époque. Au tout début du XXe siècle, les érudits locaux s'emparent du sujet. Des historiens régionaux, des folkloristes, des journalistes écrivent à leur tour sur cette bête qui n'en finit plus de fasciner. Elle apparaît dans des dictionnaires, dans des guides touristiques. Elle entre dans l'imaginaire collectif du Massif central. On parle encore parfois des victimes, mais de plus en plus on raconte la bête elle-même, avec ses attributs, ses ruses, sa présence quasi mythologique dans le coin. La créature est désormais entrée dans la légende. Et à partir de là, elle échappe peu à peu à l'histoire pure avec un grand H, pour entrer dans la mémoire collective. Plusieurs travaux sociologiques et anthropologiques hyper intéressants se sont penchés sur ce glissement progressif du fait divers vers la légende. Personnellement, ce sujet d'étude me fascine, vous l'entendez peut-être, donc j'ai creusé encore un peu plus. Le philosophe Paul Ricoeur, à travers sa réflexion sur la mémoire et le récit, explique que le passage du témoignage brut à la narration construite crée un effet de reconnaissance symbolique. Ce n'est plus seulement une histoire, c'est notre histoire. Et de son côté, le sociologue Jean-Bruno Renard, spécialiste des croyances collectives et des légendes contemporaines, a montré que la légende est une réponse culturelle à une tension collective. Elle s'enracine dans un fait ou un ensemble de faits réels, mais elle se transforme en un récit collectif modelé par l'imaginaire, transmis ensuite de génération en génération et adapté selon les supports disponibles, donc les chants, les contes, les imprimés, le théâtre, etc. Renard insiste aussi sur l'idée que la légende devient un régulateur symbolique. Elle permet de maintenir un équilibre assez précaire entre l'incompréhensible et le compréhensible, entre la peur et la cohésion sociale. Dans le cas de la bête du Gévaudan, le monstre devient une manière d'expliquer l'inexplicable, l'impensable, l'inimaginable pour les gens du cru, mais aussi d'unir une région, et même peut-être tout un pays ensuite, autour d'un passé commun, d'un récit partagé. C'est cette fonction sociale qui rend la légende si tenace dans le temps. Et ce processus est également observable dans d'autres récits collectifs que la bête du Gévaudan. Il y a le monstre du Loch Ness en Écosse, celle de Spring Hill Jack dans l'Angleterre victorienne, ou encore la rumeur persistante en France autour de la Dame Blanche. Dans chacun de ces cas, un fait divers, un témoignage isolé ou une peur un peu plus collective s'est cristallisé en un récit transmis, amplifié, adapté jusqu'à devenir une légende bien vivante. Ces exemples montrent à quel point une société a besoin de récits partagés pour mettre en forme ses angoisses et ses zones d'ombre. On trouve donc dans l'histoire du Gévaudan un terrain d'application presque idéal, car ici, tout y est. La violence, le mystère, la peur collective, la transmission orale, l'exploitation par les élites et les relais médiatiques. En gros, de la rumeur à la légende, il n'y a qu'un pas, celui que franchit la mémoire quand elle décide de raconter à sa façon pour ne surtout pas oublier. On le voit aussi très concrètement dans les productions du XIXe siècle. L'histoire de la bête s'imprime dans les livres de colportage, s'illustre dans des fascicules populaires, s'invite dans les récits folkloriques et même dans les chansons transmises de génération en génération dans les campagnes du Languedoc. Des érudits comme Saint-Paulien publient des essais pseudo-historiques qui renforcent le mythe, tandis que l'abbé Pourchet, que vous connaissez bien maintenant et qui est devenu, je dois vous le dire, mon meilleur ami pendant ces 4 derniers mois, compile en 1889 une somme impressionnante de documents dans une optique scientifique et de mémoire. On retrouve aussi la bête dans les fascicules éducatifs illustrés destinés aux enfants, notamment ceux publiés à la fin du siècle qui mêlent morale chrétienne et peur du sauvage.
Certaines chansons, collectées dans les recueils de folklore occitan, évoquent la peur des campagnes et la vigilance face aux, je cite, bêtes mauvaises. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence, mais l'histoire apparaît également dans les lectures pour tous, vendues dans les gares et les marchés, comme dans les fascicules de la Bibliothèque bleue. Ces œuvres, loin de démystifier l'affaire, la sculptent en fait. Elles réécrivent le récit dans des formes nouvelles, plus accessibles, plus populaires parfois. L'histoire de la bête apparaît également dans les bulletins de la Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, preuve que même les cercles savants se sont emparés du mythe, parfois pour tenter de la rationaliser, mais souvent simplement de la documenter. Tous ces supports, chacun à leur manière, témoignent d'un basculement. On parle plus seulement d'un fait, on raconte une mémoire. Et à chaque nouvelle version, la bête se rapproche un peu plus du mythe. Mais au fil du temps, ce mythe prend une ampleur nouvelle. Et pour comprendre cette bascule, il faut revenir aux travaux d'anthropologues et de sociologues qui ont étudié ce que devient une légende quand elle déborde de son contexte d'origine. Le philosophe Roland Barthes, dans Mythologie, écrit en 1957, explique que le mythe moderne n'est pas une histoire ancienne, mais une parole qui circule, qui s'imprègne de sens collectif et qui s'adapte à son époque. Ce que l'on appelle la bête du Gévaudan au XXIe siècle n'est plus une créature, c'est une forme, un cadre, une matrice si vous voulez, qui permet de raconter des choses très différentes selon les générations, les formats et les intentions derrière. Barthes explique notamment que le mythe transforme l'histoire en nature. Autrement dit, on ne questionne plus l'origine ou la véracité du récit. On le considère comme allant de soi, parce qu'il est devenu évident, familier et culturellement admis. D'autres chercheurs, comme Claude Lévi-Strauss, ont montré que les mythes servent avant tout à structurer le réel. Ils sont des outils d'organisation symbolique. Et plus ils sont souples, plus ils sont efficaces. C'est exactement ce qu'on observe avec la bête du Gévaudan. Sa forme se prête à l'horreur, à l'enquête, au mystère, à la morale, à la religion, à la satire, à la fable. Elle devient un mythe fonctionnel, utile, au sens anthropologique du terme. Jean-Bruno Renard, toujours lui, parle dans ses travaux les plus récents des mythes contemporains globaux. Des récits qui ne sont plus seulement locaux ou culturels, mais mondialisés, intergénérationnels et surtout adaptés au circuit médiatique moderne. Eh oui, on n'a plus de crieur qui vient raconter son histoire sous nos fenêtres. Maintenant, on scrolle sur notre téléphone et bien entendu, l'information ne peut plus être la même. La bête, dans cette optique, devient un cas d'école. Et c'est là que les productions artistiques prennent tout leur sens. Elles ne sont pas juste le reflet d'un engouement, elles participent activement à la reconfiguration du mythe. Le cinéma, la bande dessinée, la littérature jeunesse, les jeux vidéo, les podcasts, les émissions de télévision ne font pas que reproduire l'histoire, ils la réécrivent, chacun selon leur époque, leur public, leur genre. Le film hyper connu Le Pacte des loups de Christophe Gans, sorti en 2001, par exemple ne raconte pas la vérité historique, il reconstruit une fresque où la bête incarne toutes les peurs irrationnelles du moment, toutes les violences étatiques et toutes les résistances paysannes. Les bandes dessinées, les romans graphiques ou les séries comme Teen Wolf reprennent l'histoire, mais la déplacent, la stylisent et l'exportent. Même l'univers du jeu vidéo s'est emparé du mythe, mais rarement de façon fidèle à l'histoire. Le cas le plus évocateur que j'ai retrouvé récemment reste The Witcher 3, un jeu que j'ai adoré personnellement. Un moment, le joueur enquête sur une créature monstrueuse qui terrorise une région viticole, inspirée clairement du sud de la France. Bien que la bête ne soit jamais nommée comme telle, tout y rappelle l'affaire du Gévaudan. Des meurtres sauvages, des battus, des soupçons d'animaux surnaturels, une ambiance rurale teintée d'un peu de mysticisme, la totale. Le mythe est ici transposé, stylisé, réinterprété pour servir une autre narration, mais il reste reconnaissable pour qui connaît l'histoire originelle bien sûr. On trouve aussi quelques jeux indépendants qui s'en inspirent plus directement, comme dans Chronicles of the Wolf, un jeu vidéo où les joueurs incarnent Matteo Lombardo, un jeune apprenti qui est chargé de traquer la mythique bête du Gévaudan. Là, la référence est beaucoup plus directe. Je trouve que la bande dessinée et le roman graphique ont aussi largement contribué à entretenir et transformer le mythe. Avec leur pouvoir bien plus visuel que le roman, ils permettent d'incarner la peur, de jouer sur l'ambiguïté du monstre, de mêler témoignages, fiction et atmosphère un peu inquiétante. Des albums comme La Bête du Gévaudan de Jean-Louis Pêche ou La Bestia d'Adrian Pouchalsac et Jan Turek plongent le lecteur dans une reconstitution historique rigoureuse, tandis que Les Griffes du Gévaudan de Sylvain Runberg et Jean-Charles Poupart choisit une approche plus contemporaine, teintée d'un esprit thriller.
Ces œuvres, loin d'être un simple divertissement, offrent un autre regard sur la légende, plus incarné, plus stylisé et parfois plus intime. Dans les écoles, on évoque la bête pour parler de la peur dans les campagnes. Dans les musées, elle devient un objet de folklore. Dans les foires médiévales et les parcs à thème, elle devient carrément une attraction. Elle est tantôt figure du mal, tantôt énigme irrésolue, tantôt simple mascotte touristique. Et c'est précisément ce flou qui fait sa force. Comme tous les grands mythes, elle n'a plus besoin d'être vraie pour être crue. Elle s'est détachée de ses racines. La bête du Gévaudan est désormais un mythe global. Elle appartient à tout le monde et à personne à la fois. On l'invoque selon ses besoins, la peur, le mystère, le folklore, le marketing et la spiritualité. Elle n'est plus seulement un souvenir ou une peur transmise comme à l'époque, elle est un outil culturel et une ressource narrative collective. Et si vous êtes encore là, à m'écouter parler d'une histoire que vous connaissez déjà ou que vous pensiez connaître, c'est peut-être ça la vraie question. Pourquoi revient-on toujours à cette affaire ? Pourquoi tant d'artistes, de chercheurs, de conteurs comme moi s'en emparent encore ? Pourquoi tant de versions, tant de réinterprétations existent ? Peut-être parce qu'elle nous ressemble finalement, parce qu'elle évolue avec nous, parce qu'elle nous permet de dire, sans avoir à le formuler trop directement, que le monde est parfois incompréhensible, inquiétant et tout le temps en mouvement, et qu'on a besoin d'une figure pour symboliser tout ça. Plusieurs chercheurs ont tenté d'expliquer cette fascination pour les récits que l'on croit connaître. Certains sociologues, que j'ai déjà mentionnés précédemment, parlent de narration fondatrice, des récits que l'on répète, parce qu'ils participent à notre identité collective. Le philosophe Hans Blumenberg, dans son livre « La lisibilité du monde », avance que les mythes perdurent parce qu'ils permettent d'appréhender symboliquement l'absurde. Il rassure, non en répondant aux questions, mais en cadrant l'inquiétude. On raconte donc ce que l'on connaît déjà pour mieux affronter ce que l'on ne comprend pas. Et dans un monde saturé d'informations, ces récits partagés deviennent des repères émotionnels, presque des refuges symboliques. C'est pour ça qu'on continue de les écouter, encore et encore. La bête, c'est un miroir. On y projette nos peurs, nos croyances, notre fascination pour le chaos. Et si vous êtes là à écouter encore une version de cette histoire, c'est peut-être que vous aussi, vous avez besoin qu'on vous la raconte encore, avec d'autres mots. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode de la saga de l'été, particulièrement sociologique, je dois l'admettre. Depuis le début de mon travail sur cette saga, nous sommes exactement au point où je voulais vous emmener. J'espère que cet épisode un peu différent vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube ou Spotify ou à me laisser un avis sur Apple Podcast. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et me soutenir financièrement par la même occasion, c'est sur Patreon que ça se passe. Et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode.